donc bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence pour ce nouveau webinaire hashtag partenaire sur le pouce. Donc je me présente Marie Combe, chargée de projet au DAX 77 Nord. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux dispositifs de l'association Andorra, le PCPE et la PCO 77. Donc qui nous présentera les missions et les actions des deux dispositifs. Avant de commencer, donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous présenter dans le chat, bien penser à couper vos micros. Vous pouvez poser vos questions dans le chat au fil de l'eau pendant les deux présentations. On reviendra sur ces questions dans un second temps. Donc voilà. Euh, on, on priorise les présentations d'abord. Je réfléchis, mais voilà, c'est tout bon pour moi. Je laisse la parole, à- aux intervenantes. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Marie Boineau, chef de service du PCPE. Et moi, je suis Emmanuelle Achama, chef de service de la PCO. Du coup, je vais démarrer par la présentation du PCPE. Avant de démarrer sur le PCPE, juste deux petits mots sur l'association Andorra qui porte justement ces deux dispositifs. C'est une association qui existe depuis 2005, au départ qui s'appelait la Coordination Aura 77 et qui faisait principalement, enfin qui était un réseau de santé pour les personnes autistes. Et depuis 2018, l'association a changé son agrément puisque maintenant on a un agrément médico-social et elle porte le DIH, la communauté 360, le PCPE et la PCO. Du coup, je vais démarrer sur la présentation du PCPE, donc qui veut dire pôle de compétences et prestations externalisées. Donc, on a démarré oui, avec l'équipe déjà qui compose ces dispositifs. Donc, au PCPE, nous sommes une équipe de 6 salariés actuellement 5, puisqu'il y a un poste vacant, avec donc une secrétaire comptable, 4 coordinatrices et donc moi, chef de service. J'aurais dû peut-être aussi vous préciser que l'association Andorra sur le département est composée de 2 antennes. Une à Logne, donc plutôt sur le nord, et une donc à Volpénil, plutôt sur le sud. Et en général, nos équipes sont souvent découpées en deux, avec une équipe un peu plus nord, une équipe sud. Et donc, voilà, sur l'équipe que je vous présente du PCPE, les 4 coordinatrices, dans l'idée, il y a 2 coordinatrices au nord et 2 coordinatrices au sud. Je voulais oui, rappeler un petit peu le contexte des PCPE en Île-de-France. Donc, le développement des PCPE s'inscrit en fait dans le cadre de la démarche Une réponse accompagnée pour tous, suite au rapport de Denis Pifto pour les zéros sans solution. Et en fait, il y a eu la création des PCPE en Île-de-France pour chaque département. Au départ, c'était une expérimentation sur 3 ans qui est donc maintenant pérennisée. Mais c'est vrai que sur la région Île-de-France, nous avons le même cahier des charges qui est de pouvoir donc accompagner une quarantaine de personnes. Sur la Seine-et-Marne, ça a démarré donc en 2018 et en 2019, nous avons eu un renforcement de ce dispositif pour pouvoir accompagner 80 personnes, pardon. Donc sur la Seine-et-Marne, on a une file active de 80 personnes pour le PCPE. Les objectifs du PCPE, donc c'est vrai que le PCPE vise en fait à organiser une réponse transitoire pour des personnes ne trouvant pas de réponse totale ou partielle à leurs besoins. Donc l'idée, c'est de pouvoir à la fois accompagner les personnes sur les lieux de vie, anticiper et éviter une rupture, un maintien à domicile dans un objectif d'inclusion et du soutien à la parentalité. Ça, c'est vrai que encore une fois, c'est le même cahier des charges et les mêmes objectifs hein, donc pour tous les PCPE d'Île-de-France. Et ensuite, on les a un petit peu, bien sûr, adaptés en fonction des besoins de chaque territoire. Le PCPE s'adresse à toute personne, enfant, adolescent et adulte en situation de handicap. Donc c'est vrai que nous sommes tout âge, tout handicap. Il faut par contre une reconnaissance d'handicap avec déjà un dossier MDPH. Et il faut bien sûr résider en Seine-et-Marne et avoir un dossier MDPH en Seine-et-Marne pour pouvoir bénéficier du coup du PCPE.
On accompagne également les familles et les aidants des personnes en situation de handicap. Oui, oui, voilà. C'est- Et donc, comme son nom l'indique, pôle de compétences et prestations externalisées. Ensuite, pour pouvoir proposer un accompagnement, on va faire appel à des professionnels extérieurs qui sont souvent, euh, qui sont souvent des professionnels en libéral, mais on va en fait finalement intervenir, enfin conventionner avec tout partenaire, tout professionnel qui pourrait répondre aux besoins de la personne. Et souvent, nos interventions, elles vont se, se diviser en prestations qui vont être assurées à la fois par les équipes du PCPE, plutôt sur la partie coordination renforcée, et également sur la partie évaluation et réalisation du projet d'accompagnement. Et ensuite, pour réaliser ces accompagnements, là, on va faire appel à des prestations directes auprès des professionnels extérieurs. Ce sont souvent les professionnels qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Et on conventionne principalement avec les éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, éducateurs sportifs, éducateurs de jeunes enfants, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes. Et beaucoup aussi les services d'aide à la personne. On va dire que c'est le gros de notre activité, mais finalement, c'est vrai l'idée, c'est de pouvoir, en tout cas, voilà, conventionner avec tout professionnel, pardon, qui peut répondre aux besoins de la personne, tout en s'assurant, bien évidemment, de ses compétences, de ses pratiques, que ça réponde bien aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Au niveau des modalités d'accès et de fonctionnement, nous sommes le seul dispositif de l'association Andorra à dépendre d'une notification MDPH. Donc, pour pouvoir être accompagné par le PCPE, il faut en effet une attribution à la notification d'orientation. Pour cela, vous avez un formulaire PCPE qui est accessible sur notre site Andorra. Et ce formulaire doit être envoyé à la MDPH au service DOP, dispositif d'orientation permanent. C'est le service de la MDPH qui s'occupe un petit peu de toutes les situations en rupture, toutes les demandes de PAG et toutes les demandes de PCPE. Donc, ce formulaire est à envoyer donc au DOP et en copie au PCPE, nous avons une pré-commission mensuelle avec ce service. Donc, une fois par mois, on va réunir toutes les nouvelles demandes qu'on a pu avoir. La MDPH instruit et ensuite nous consulte plutôt par rapport à notre file active et nos possibilités pour pouvoir ensuite faire passer cette demande en CDAPH pour une attribution, comme je vous disais, à la notification d'orientation, pardon. Ces notifications, ces attributions de notification, elles sont accordées de 4 mois à 1 an. 4 mois, c'est plutôt pour une évaluation. 1 an, c'est quand ça rentre déjà dans l'accompagnement du PCPE et ça peut être renouvelé une fois 1 an. C'est vrai que le PCPE a vocation à intervenir de manière transitoire. Logiquement, normalement, nous intervenons jusqu'à 2 ans maximum. L'idée, bien évidemment, c'est qu'au-delà de ces 2 ans, il y ait pu y avoir une réponse apportée à la personne, pardon, et que ce soit une solution pérenne et durable. Donc, lorsque la personne a eu l'accord, elle va recevoir en fait directement à son domicile la fameuse attribution de notification. Nous la recevons également. Et là, on va pouvoir organiser donc une visite à domicile auprès de la personne. Cette visite à domicile se fait toujours en binôme avec la coordinatrice de référence. Donc, en fonction du secteur nord-sud, des disponibilités, on va définir, nous, en équipe, laquelle des coordinatrices va être la référente et l'interlocutrice de la famille. On va faire la visite à domicile pour évaluer les besoins de la personne et recueillir aussi, bien sûr, les attentes de la famille. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt sur une observation, recueil d'informations pour déjà commencer à établir un pré-projet d'accompagnement avec, bien sûr, en accord avec la famille, où on va déjà définir des objectifs de travail qui sont globalement, voilà, qui rejoignent souvent quand même les objectifs liés à la socialisation, la communication, l'autonomie, hein. C'est vrai que je vous ai dit qu'on intervenait sur un public tout âge, tout handicap. Dans la réalité, enfin dans notre activité, on est quand même plutôt sur des enfants, adolescents qui ont un trouble du neurodéveloppement. C'est quand même la majorité de notre activité majoritairement TSA avec déficience intellectuelle. Hein, c'est ce qu'on a quand même le plus.
Donc, on va travailler avec la famille sur ces axes qui sont quand même souvent la communication et l'autonomie. Et en fait, après, ça va être le gros travail des coordinatrices, ça va être de pouvoir identifier là ou les professionnels extérieurs qui vont pouvoir intervenir auprès de la famille, de la personne. Et donc, c'est souvent quand même, comme je vous le disais, de l'ordre éducatif. Donc là, voilà, l'idée, ça va être d'identifier ce professionnel et ensuite de revenir au domicile pour le présenter à la famille et cette fois-ci valider un planning d'intervention. On est limité par la temporalité, les 2 ans, et par une enveloppe budgétaire, on reste un petit peu le plan B, le temps que de trouver une solution durable et pérenne. Et donc, on peut financer à peu près jusqu'à 2 à 3 interventions par semaine. Donc c'est vrai qu'on allie souvent l'éducatif avec la psychomotricité, hein, c'est un petit peu aussi ce qu'on aura aussi principalement dans notre activité, mais voilà, tout dépend du besoin de la personne, des attentes de la famille. Ce qu'on peut aussi beaucoup financer, donc ça va être un petit peu plus les prestations régulières. Et on a ensuite les prestations ponctuelles, où là, on va aussi pouvoir financer tout ce qui est bilan, puisqu'on repart souvent de personnes qui sont en rupture de prise en charge et pour lesquelles finalement, on ne sait plus exactement où en sont les compétences sur la communication, sur l'autonomie. Donc, on va aussi pouvoir financer des bilans et également du répit pour la famille, que ce soit au travers de séjours ou des fois de trouver des partenariats sur la ville pour pouvoir apporter un petit peu de répit à la famille. Euh, on est bien sûr garant de ces prestations. Donc, on a un réseau de prestataires assez important, à la fois de par l'ancienneté, l'historique de l'association Andorra et par rapport à un réseau qu'on essaye d'alimenter régulièrement. Euh, et on s'assure bien évidemment, on s'assure au nom du PCPE que tous ces prestataires répondent bien, comme je vous disais, aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et on va s'assurer aussi d'un certain nombre de documents administratifs, tels que le diplôme, le casier judiciaire vierge, pour voilà, pouvoir garantir à la famille la qualité de la prestation. Et surtout, nous derrière, en tant que coordinateur et moi chef de service, on va en fait finalement pouvoir alimenter le projet individuel de la personne au travers de ses prestations. Donc, on va aussi avoir certaines exigences avec les prestataires où on va leur demander un certain nombre de documents, que ce soit des transmissions mensuelles, des bilans éducatifs en fonction de la demande, qui vont pouvoir nous permettre, nous, de réajuster le projet de la personne et de transmettre aussi aux différents partenaires pour pouvoir aussi faire du lien entre les partenaires. Donc, du coup, ça rejoint un petit peu cette slide où nous, voilà, c'est vrai qu'au PCPE, on va davantage focaliser sur la coordination des interventions, des prestations. Mais ce travail ne peut pas se faire sans la coordination et sans le maillage de partenaires, puisque l'idée, c'est aussi de travailler la solution durable et pérenne et de s'assurer qu'un petit peu tous les champs soient bien couverts, que ce soit au niveau de la scolarité avec l'éducation nationale, au niveau du sanitaire, au niveau voilà, du droit commun, que ce soit, on travaille beaucoup avec les MDS, PAT, MDPH, etc. Voilà, j'ai essayé un petit peu de réunir toutes les gros acteurs, j'en oublie certainement, mais voilà, l'idée en tout cas, c'est d'avoir ce maillage de partenaires pour pouvoir apporter ensuite une réponse pérenne et durable à la famille. Voilà, vous aurez la même chose pour la PCO. Je suis polie. L'idée à la fin de cette présentation, j'ai essayé de vous faire une petite fiche récapitulative qui disait voilà qui était concerné, etc. C'est un groupe de travail qu'on est en train de faire avec nos collègues du DIH. Donc, je trouvais ça intéressant de vous remettre cette slide. Donc, c'est vrai que ce qu'il faut retenir sur le PCPE, c'est voilà, la rupture d'accompagnement, le risque de rupture, l'accompagnement non adapté, la complexité, la reconnaissance d'handicap et bien évidemment que ça passe par la MDPH pour une notification. Est-ce que vous voulez Parce s'il que y a des questions, voilà, qu'on fasse tout de suite les questions PCPE ou on enchaîne avec la PCO? On va enchaîner avec la PCO Ok, et on prendra les questions tout à la fin. ok. Très bien.
Alors, pour la PCO, plateforme de coordination et d'orientation de Seine-et-Marne, une équipe composée donc de la directrice adjointe, deux chefs de service, une chef de service Nord Seine-et-Marne, une chef de service au Sud Seine-et-Marne, deux secrétaires également répartis sur les différents sites. Et en fait, l'équipe de la PCO, ce sont des référentes de parcours qui ont pour cœur de métier soit psychomotricienne, ergothérapeute, psychologue, éducatrice spécialisée, assistante sociale. Voilà. Tac. Donc, le périmètre d'intervention de la PCO, c'est dans le 77 et c'est surtout dans le cadre de la stratégie pour l'autisme au sein des TND de 2018-2022. À cette date, la PCO 77 est destinée aux enfants de moins de 7 ans présentant une suspicion du trouble du neurodéveloppement. Et il faut que l'enfant soit domicilié dans le 77. Les missions de la PCO est d'accompagner l'enfant et sa famille pour un parcours de soins qui se traduit par ce qu'on appelle des forfaits d'intervention précoce, soit des bilans, soit un suivi en libéral. C'est aussi de soutenir les professionnels de première ligne dans leur pratique, c'est-à-dire les médecins, notamment sur le repérage des TND et pouvoir les orienter aussi vers différentes institutions. Il y a aussi le développement de réseaux de partenaires pour justement faciliter les soins de prise en charge. Les réseaux de partenaires, ça regroupe les libéraux, les établissements médico-sociaux, le sanitaire, l'éducation nationale, vraiment tout type de personnes qui pourraient en tout cas être dans le parcours de l'enfant. Alors, petite précision, la PCO 0-6 ans est ouverte depuis 2020 et depuis 2024, on fait une ouverture progressive sur les plus de 7 ans. Donc en 2024, on était de 0,8 ans, en 2025, 0,10 ans et en 2026, 0,11 ans. On a eu un accord avec l'ARS pour pouvoir faire l'extension de la PCO 7-12. Alors, c'est bien la PCO 7-12, mais je vous précise que c'est pas 12 ans, c'est 11 ans et 11 mois. C'est-à-dire qu'à partir des 12 ans, on ne peut pas prendre au niveau de la PCO. Donc, c'est PCO 7-12, mais ça va jusqu'à 11 ans. 11 ans révolus. Donc, pour cette année, on va jusqu'à 10 ans. 0-10 ans. Pour les modalités de la PCO, donc, il y a deux formulaires d'adressage. Un formulaire d'adressage pour les 0-6 ans et un autre formulaire pour les plus de 7 ans. Euh, les formulaires d'adressage doivent être remplis et tamponnés par les médecins, soit médecins pédiatres, médecins généralistes, médecins scolaires, vraiment le médecin qui connaît au mieux l'enfant. Parfois, on ne cache pas que c'est assez compliqué. Donc, c'est le médecin en fait qui remplit l'adressage que vous transmettez à la PCO. Et ensuite, la PCO fait passer ces adressages dans une commission pluridisciplinaire où on étudie la demande pour voir si véritablement ça peut rentrer en parcours PCO ou non. Lorsque c'est accepté, du coup, il y a un premier rendez-vous qui est organisé avec la famille et l'enfant. Là, on revoit un peu l'anamnèse au niveau du parcours de l'enfant avant PCO et on voit aussi les soins à mettre en place par la suite. Pour les soins à mettre en place, il y a trois corps de métier, la psychomotricité, l'ergothérapie et psychologue. Ce sont trois forfaits d'intervention précoce, du coup, que nous, on ne peut pas changer. C'est la PCO qui impose ça. En fait, ce sont trois cœurs de métier qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et qui peuvent permettre aussi des soins pour les enfants. Donc, du coup, c'est un conventionnement qu'on a avec les professionnels libéraux, un contrat établi pour chaque enfant et un tarif défini par la CPAM, contrairement au PCPE qui n'a pas de tarif défini, je précise. Durant le parcours de soins de l'enfant, il y a la mise en place des soins, mais il y a aussi la coordination, c'est-à-dire prendre contact avec l'école,
prendre contact avec les autres professionnels dans le parcours de l'enfant, coordonner un peu ce parcours qui ait une cohérence au niveau des soins à mettre en place. Et c'est sur une démarche d'un an. Donc la PCO, c'est un an. Il y a aussi une démarche de travailler avec les parents sur la mise en place d'un dossier MDPH, faire les dossiers d'inscription auprès des établissements médico-sociaux lorsque c'est nécessaire, et un travail en partenariat avec les trois médecins de la PCO que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, faisant partie de l'équipe. Ça va, je me rattrape. Donc on a trois médecins coordonnateurs qui évidemment suivent les dossiers des enfants avec les référentes. Donc, en plus du parcours de l'enfant, dans les missions de la PCO, on a aussi cette mission de développement, donc c'est-à-dire conventionner avec les partenaires libéraux, comme aujourd'hui, faire la présentation de la PCO auprès des partenaires des 77, donc se faire connaître. On a aussi une action de sensibilisation, donc on organise des sensibilisations pour les professionnels conventionnels libéraux, soit en co-construction avec les autres services Andorra, ou alors organisés directement par la PCO. Et on a aussi du coup une animation territoriale qui est organisée auprès des médecins de première ligne, auprès des établissements médico-sociaux et sanitaires et notamment dans le soutien à la prise en soins, c'est-à-dire un échange clinique et organisationnel. Je voulais quand même vous préciser les adressages. Donc là, comme vous pouvez voir, on a l'adressage à gauche des 0-6 ans qui comporte qu'un seul volet, et à droite, l'adressage des 7-12 ans qui comporte trois volets. L'adressage des 7-12 ans, il y a un volet famille, un volet enseignant et un volet médecin. Il faut qu'il y ait les trois volets de remplis et tamponnés par le médecin pour que ça soit éligible à la PCO. Et de même pour la 06, un formulaire rempli par le médecin pour que ce soit éligible à la PCO, pour passer en commission, évidemment. Et là, nous avons à la fin, du coup, le récapitulatif comme au PCPE. Du coup, l'entrée en parcours à la PCO se passe automatiquement par un adressage adressé par un médecin, avec une commission organisée 2 fois par semaine à minima pour étudier les dossiers. Et ensuite, c'est le début de parcours sur une année. Voilà. J'ai oublié de vous dire que pour être éligible à la PCO, il ne faut pas qu'il y ait de diagnostic de posé et il ne faut pas non plus qu'il y ait de AEH, donc allocation pour enfants handicapés, de perçu par la famille, parce que ça ferait un double financement. Comme la PCO finance des prestations de soins, il ne faut pas qu'il y ait les deux. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie pour cette présentation. Alors, je reprends dans le chat Madame Vaudot pour le PCPE. Nous avait Mhm. indiqué, dans la réalité, c'est très difficile de vous répondre, de répondre à vos critères, y compris quand la situation relève des critères présentés. Est-ce que peut-être pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, on pourrait revenir sur la slide des conditions de prise en charge ou en tout cas des critères voilà, pour en dire davantage. Alors, en effet, c'est vrai que les critères, en tout cas au PCPE, c'est donc une reconnaissance, bien évidemment, d'handicap. Et c'est vrai que au PCPE, ça s'adresse, pardon, pour toutes les personnes en rupture de prise en charge, en risque de rupture ou accompagnées de manière non adaptée. Et c'est vrai que je l'ai précisé dans la dernière slide, il faut aussi mettre en avant la complexité. Alors la complexité du handicap, mais de toute la situation sociale, familiale, économique, qui fait que, alors il y a la rupture, mais qui fait aussi que la situation complexe nécessite un besoin supplémentaire ou un accompagnement supplémentaire. On a pu aussi, on est sur de la rupture ou du risque de rupture, mais on peut aussi accompagner les établissements, c'est ce qui est précisé dans cette slide, quand il y a une phase de transition, que ce soit un retour de Belgique, que ce soit les amendements Creton ou des personnes avec des gros troubles du comportement qui fait que ça nécessite du 2, du 3 pour 1 et pour lesquels un dispositif peut venir aussi en soutien.
Mais la majorité, encore une fois, ce sont plutôt des enfants, adolescents qui seraient en rupture de prise en charge, pour lequel on a des fois encore un petit temps de scolarisation, par exemple, qui est très minime, pour lequel parfois on a peut-être un CMP, mais plutôt pour un suivi social, plus que pour des prises en charge. Voilà, on est plutôt quand même sur des ruptures et des situations complexes. Alors, une seconde question pour le PCPE. J'aimerais Mhm. savoir quel est le délai moyen d'intervention une fois le formulaire envoyé. Alors, la réponse, en tout cas, donc comme je vous disais, il y a des pré-commissions mensuelles avec la MDPH. Donc, nous, on se réunit une fois par mois, on est invité donc à ces commissions, comme je vous disais. Et ensuite, ça passe en CDAPH pour un refus ou un accord. En général, entre la demande PCPE et la réponse, vous avez un délai entre 1 et 3 mois maximum. Il y a eu des fois, voilà, je sais que l'année avec la cyberattaque, forcément, voilà, a eu des répercussions sur le PCPE, puisqu'on est lié aussi, bien sûr, à la CDAPH. Et ensuite, lorsque la personne, donc, il y a un avis favorable, que ça passe en CDAPH pour une attribution, il y a donc une notification qui va être envoyée à la famille et au PCPE. Et là, nous, on va prendre contact directement avec la personne, donc pour une visite à domicile. Là où nous, ça peut être un petit peu plus long, c'est pour l'identification du ou des professionnels. Selon certains secteurs, on a des zones un peu blanches, on a des secteurs où on a plus de demandes, hein, notamment Melun, Chelles et Meaux, hein, sont quand même des villes avec une densité de population un peu plus importante et avec des besoins en tout cas assez conséquents, surtout sur le secteur de Melun, où là, nous, on peut être un peu plus en difficulté à trouver le professionnel. Là, ça va plutôt être une moyenne, ce que je vais vous donner, mais entre voilà, l'accord qui a été donné, la visite à domicile et vraiment le début des interventions, on est quand même sur une moyenne de 1 ou 2 mois. Accompagnez-vous toujours les personnes en situation irrégulière? Oui, ça peut arriver, tout à fait. Alors, ensuite, on a des questions pour le PCO. Oui, Euh, Est-ce qu'il est possible pour une famille d'envoyer une demande de PCO pour un, pour une demande de plus de 7 ans, même si l'enfant aura 7 ans dans un mois, du coup? alors, le plus simple, ça serait de faire, de toute façon, le temps de remplir les volets de plus de 7 ans, l'enfant aura ses 7 ans dans un mois. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Le plus simple, c'est que s'il va avoir 7 ans dans un mois, c'est de faire remplir le volet de plus de 7 ans. Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Parce que là, sur le temps de remplir le volet des 0-6 ans, et même ce sera beaucoup plus parlant l'adressage des plus de 7 ans. C'est Avec ce que je les, conseille. avec les deux, du coup, les deux onglets supplémentaires de Les trois. l'école, Les enfin, trois, du coup, et ouais. de la famille. La PCO peut-elle intervenir une fois les bilans psychomotes et autres faits, après l'épique éducatif par exemple? Oui, bien sûr. Parfois, on a des dossiers où il y a déjà eu un bilan psychomote ou ergo ou même psychologue. L'idée, c'est aussi d'étudier le dossier pour voir s'il y a encore une fois un diagnostic a été posé. Si ce n'est pas le cas, lorsque la PCO se met en route, il y aura certainement un bilan à refaire si ce bilan a plus d'un an, par exemple. Donc, il n'y a aucun problème, même s'il y a déjà des bilans de fait en amont. Alors, quand il n'y a pas de médecin dans la boucle pour la famille, quid des adressages PCO? Alors, en effet, c'est très compliqué. Nous, on a souvent justement des retours de familles qui souhaitent faire une demande de PCO, mais les médecins ne veulent pas remplir l'adressage. L'idée, c'est d'essayer de trouver, même sur une seule consultation, un médecin qui serait d'accord, peut-être avec des observations de l'école ou même des observations de la famille, qui souhaiterait remplir l'adressage PCO. Éventuellement, essayer avec les médecins scolaires. Bon, je vous dis ça, mais en même temps, ça court pas les rues. Mais, euh, mais on n'a malheureusement pas le choix que de passer par un adressage rempli par un médecin. Alors, pour le dispositif PCPE, est-ce que le PCPE peut intervenir lorsque l'enfant est sur liste d'attente d'un CESAD ou d'une place en IME? Oui, et situation complexe.
Oui, tout à fait. C'est la majorité d'ailleurs des situations qu'on accompagne. Comme je vous disais, le PCPE est une attribution à la notification d'orientation. Donc, il faut déjà qu'il y ait une reconnaissance d'handicap, mais il faut aussi qu'il y ait finalement une orientation vers un établissement spécialisé. Et donc, c'est vrai que la plupart des personnes qu'on accompagne ont déjà les droits ouverts et ont déjà fait des demandes et sont en attente souvent de place en institution. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt même de pouvoir ensuite mailler avec les partenaires. Mm. Quand je vous parlais tout à l'heure, notamment des prestataires avec lesquels on conventionne, des transmissions ou des documents qui vont pouvoir nous transmettre, les bilans qu'on va pouvoir effectuer. Nous, l'intérêt dans notre coordination, c'est de pouvoir justement transmettre tous ces éléments aux établissements dans lesquels l'enfant est sur liste d'attente pour pouvoir du coup alimenter aussi la candidature de la personne et puis pouvoir éventuellement essayer de travailler un partenariat. Merci. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à directement prendre la parole si vous le souhaitez. Et alors, on en a une autre dans le chat, bon, ben, deux autres. Que doit-on cocher et demander dans le formulaire MDPH pour une notification PCPE, s'il vous plaît? Alors, actuellement, il n'y a pas dans le dossier classique MDPH. Donc, il faut plutôt le préciser dans le projet de vie. C'est vrai que c'est le formulaire, en fait, PCPE qui est à envoyer directement au DOP. Donc, la procédure est simplifiée puisqu'on ne passe pas par l'instruction classique d'un dossier MDPH, mais elle peut se faire également lors d'un dossier de renouvellement MDPH alors, ce serait plutôt un dossier de renouvellement parce que lors d'un premier dossier MDPH, ça ne suivrait pas la logique, comme je vous disais, où il y a déjà une reconnaissance et une notification d'orientation. Donc ça peut se faire plutôt lors du renouvellement dans le dossier classique, mais c'est plutôt à le préciser en annexe finalement. Ou alors joindre le formulaire en même temps que le dossier MDPH. Le dossier MDPH, comme je vous disais, le formulaire, pardon, excusez-moi, PCPE, comme je vous disais, il l'a envoyé directement au service DOP. Donc c'est directement le DOP qui instruit les demandes PCPE. Alors, ensuite, on a quel type de séjour de répit est proposé par le PCPE? Alors, on a pas mal de prestataires avec lesquels on a conventionné. Donc, ça va être des séjours de répit adaptés, spécialisés. Ça peut être aussi des séjours inclusifs en fonction des besoins de la personne. Alors c'est vrai qu'Andorra a pu réaliser une conférence, c'était l'an dernier, 2024, janvier 2024, qui était dédiée au séjour un petit peu de répit, aux vacances adaptées. Et donc sur le site Andorra, vous avez encore tous les documents qui sont accessibles et qui vont vous aider à la fois sur l'identification de ces partenaires et surtout des fois le montage financier à pouvoir faire pour avoir un minimum de reste à charge pour la famille. Donc tout est accessible sur notre site Andorra parce que c'est vrai qu'on avait pu réaliser une conférence avec tous les services dont le thème était sur le répit, vacances et séjours adaptés. Ensuite, on a la notification MDPH doit être établie en Seine-et-Marne pour une prise en charge PCPE ou existe-t-il une possibilité de dérogation si l'enfant est hébergé en Seine-et-Marne mais que la notification est d'un autre département? Alors, non, il faut que le dossier MDPH soit bien en Seine-et-Marne. Par contre, on a eu le cas de personnes qui déménageaient et pour lequel il y avait déjà eu des droits PCPE qui avaient été ouverts dans le département. Là, il y a une continuité. Mais il faut vraiment que le dossier MDPH soit en Seine-et-Marne et que la personne réside en Seine-et-Marne. Alors, vous aviez déjà apporté un début de réponse, mais du coup, Madame Vaudot nous demande pour les familles sur liste d'attente pour le PCPE, avez-vous une idée de la durée d'attente? Alors, là, actuellement, on est en train de pas mal absorber justement cette liste d'attente. Euh, je dirais quand même encore un délai je dirais au moins 3 mois. Je parlerai même peut-être, ouais, en trimestre. Alors, ensuite, avez-vous des solutions pour les séjours de répit quand il s'agit de familles éloignées en Seine-et-Marne, Provins par exemple? Toboggan et Oxygène, par exemple, ne prennent que sur leur secteur. Alors, sur le territoire de la Seine-et-Marne, on a principalement en effet les séjours de répit qui sont organisés par l'ARS et le DOP.
sur des situations de rupture de complexité, donc qui sont un petit peu spécifiques. Et ensuite, on a en effet enfin, toboggan qui est dédié. Et sur le nord, c'est vrai que c'est un petit peu plus restreint. Donc, on fait beaucoup appel, nous, finalement, aux autres départements limitrophes pour lesquels, voilà, ce sont des séjours un petit peu classiques, assez coûteux, où là, il faut quand même tout un montage financier. Donc, c'est vrai Merci. qu'à part, encore une fois, vous renvoyez vers vraiment le site Andorra avec tous ces éléments qu'on a pu transmettre lors de la conférence, où on a vraiment tout listé, hein, tous les séjours adaptés et référencés sur l'Île-de-France, finalement. Je précise aussi au niveau de la PCO, un peu comme le PCPE, si un enfant déménage et bénéficie déjà de la PCO dans son département, il y a la possibilité de faire un transfert d'adressage pour éviter la rupture dans le nouveau département ou même inversement, si un enfant, enfin sa famille déménage hors Seine-et-Marne, et ben, on fait, en tout cas si la famille est d'accord, en accord avec la famille, on fait un transfert de PCO sans problème. Même chose sur le PCPE, le seul risque, en tout cas sur le PCPE, c'est comme les files actives sont limitées par un certain nombre. On a déjà eu le cas, en tout cas, on avait accompagné une personne en Seine-et-Marne qui déménageait dans le sud-ouest, pour le coup, pour lequel on s'était mis en lien avec le PCPE, où il y avait des droits en cours, mais eux n'avaient pas de place actuellement, en tout cas, pour pouvoir accompagner la personne. Donc, elle était enregistrée, mais malheureusement sur liste d'attente, puisque la file active était complète. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question s'il souhaite ouvrir son micro et la poser directement? Alors, moi, je me permets juste de préciser dans la petite chat qu'on vous a mis récapitulatif. Ah, Pas grave. c'est parce que je suis dessus. En tout cas, on a essayé de vous faire un petit récap et donc, on a surtout remis les coordonnées pour des informations. On a remis les coordonnées du secrétariat, que ce soit mail ou téléphone. Et c'est vrai que finalement, si vous avez le moindre doute ou la moindre question, eh bien, n'hésitez pas, avant de remplir tous les formulaires, à nous contacter pour que justement, on puisse à la fois vous guider, vous orienter et valider avec vous finalement la demande pour faciliter derrière la réponse. Merci beaucoup. Je vous ai indiqué donc les deux flyers du PCPE et de la PCO dans le chat. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à prendre 2 minutes pour répondre également au questionnaire d'évaluation de ce webinaire. Et puis, je vous remercie. Merci à vous. Eh bien, on vous remercie également. Bonne journée, Eh merci. bien, bonne journée à tout le monde. Au Merci. Bonne revoir. journée à tout le monde. Au revoir.